Hop. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Prends le micro. Aujourd'hui, mon invité, Oumar Guiro, président du club de basket 3 contre 3 et joueur, également entraîneur. Il va se présenter dans quelques instants. Je profite de cette vidéo toujours pour faire la promotion de mon camp de basket du 6 au 12 juillet 2025 sur le site de Salavas. Voilà, les inscriptions sont toujours ouvertes. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook Basket Life Association ou SF Connexion Sport Facebook ou Instagram et vous retrouverez toutes les informations pour vous inscrire. Voilà, je remercie également tout le monde de nous suivre sur YouTube et sur Spotify. Vous êtes énormément à nous suivre et je vous en remercie. Sur ces belles paroles, bienvenue à toi et je te Bah, laisse te présenter. merci beaucoup. C'est gentil de m'accueillir dans ton émission et c'est avec un plaisir que je vais pouvoir répondre à toutes tes questions. Donc, je renouvelle mon remerciement. Eh ben, merci à toi en tout cas. Alors, première question, est-ce que tu peux nous parler de ton histoire et ton histoire avec le basket? Alors, mon histoire avec le basket, elle a commencé à l'école, une école primaire. C'est-à-dire, comme tout le monde, je pense qu'on avait une partie foot où tout le monde jouait. Et je sais pas, il y avait des paniers dans la cour et ça m'intéressait. Je sais pas, je voyais des copains jouer là-bas et je me suis dit, c'est cool comme sport. Enfin, c'est différent. C'est autre chose que le foot parce que voilà, on est un pays de foot et c'est ancré culturellement que tout le monde fait du foot dès son plus jeune âge. Mais le basket avait sa part aussi dans mon école primaire et j'avais la chance d'avoir un oncle qui était un beau-frère aussi qui était basketteur. Et voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis intéressé un peu au basket et que je m'y suis mis par passion, voilà, au début. Et puis au fur et à mesure, j'ai pu continuer ma petite aventure dans le basket, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Super, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton aventure basket justement? Ouais. Alors j'ai commencé dans un petit club à côté de Lille une année. Ensuite je suis parti forcément dans un peu plus gros club pour évoluer en région, donc toujours dans la métropole lilloise. Donc du côté de Villeneuve d'Ascq, je pense que pour les férus de basket féminin connaissent. Ils ont une section masculine aussi, enfin en tout cas une section formation qui est intéressante, soit du côté des garçons ou des côtés de l'école féminine. C'est quelque chose qui reste une bonne école de basket dans le Nord. Donc, j'ai été là-bas quelques années. Ensuite, je suis parti du côté de Lambersart. Pour les nordistes et les Hauts-de-France, vous risquez de connaître. Et puis, par la suite, là, je suis arrivé au 3-3. Par hasard, oui et non. J'associe le 3-3 au 5-5 désormais. Je fais un peu tout ça dans mon club là, à l'heure actuelle à Vambrochy, donc pareil dans une ville à côté de Lille, toujours dans la métropole lilloise. Enfin, vous allez voir, j'ai un rapport avec Lille et sa métropole et sa région qui m'est très à cœur. Donc forcément, je reste dans les parages et j'ai toujours évolué dans ces parages-là, que ce soit en tant que coach, que ce soit en tant de joueur. Donc voilà. Tu parles de coach, alors justement, qu'est-ce qui t'a poussé également à continuer ce sport sur un banc de touche? En Alors, plus, en plus d'être sur le terrain. en plus d'être sur le terrain, forcément. On va dire que ça vient de moi tout simplement parce que je suis quelqu'un qui aime faire des choses, qui aime rester actif. Et en fait, sur mon temps libre, quoi de plus beau qu'aider au final. Et j'avais pas mal de temps libre et dans mon club, donc à Lambersart, c'est là où j'ai commencé le coaching. Ils avaient besoin d'aide, donc de bénévolat. Pour une équipe, ça a commencé par faire les échauffements d'une équipe parce qu'un coach était absent à ce moment-là, à prendre en charge une équipe sur un entraînement jusqu'à prendre aujourd'hui les rênes de plusieurs équipes. Donc ça a commencé comme ça, tout simplement par bénévolat, juste pour aider, parce que sur mon temps libre, on avait besoin d'aide. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer en tout cas. Bah, c'est génial, en tout cas, ça fait plaisir de voir des personnes qui s'investissent pour notre sport. Est-ce que tu as un modèle ou une personne qui t'a inspiré pour ta carrière de joueur, peut-être d'entraîneur ou pour ta vie en général? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué? En tout cas, en modèle, je citerai toujours deux personnes, en tout cas, par rapport au basket. C'est Minya Touré, c'est quelqu'un que j'admire forcément, qui aujourd'hui fait partie de mon cercle. Et c'est important de pouvoir compter sur des modèles au final, parce que c'est comme ça qu'on s'y représente, c'est comme ça que les jeunes aussi puissent
peuvent avancer. Donc c'est important de tenir ces rôles-là. C'est sûr que c'est pas un rôle qui est facile, mais voilà, on a Mia et sa sœur Fatou, voilà, qui étaient dans le monde du 3-3 et qui m'ont tout de suite très fasciné en fait dans leur manière de d'être, dans leur manière de redonner aux gens, de redonner à tous ceux qui sont autour d'eux et sans contrepartie. Juste redonner et redonner par des valeurs. Et c'était ça qui me semblait important de mettre en avant et qui me façonne encore aujourd'hui en tant que personne. Donc voilà, tout simplement. Et dans l'éthique de travail, on va dire Kobe Bryant, parce que forcément, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que j'entends. C'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde d'accepter et de vouloir être dans ce type de modèle-là, mais on va dire que ça m'importe. Que c'est ces deux facettes qui m'importent et deux facettes qui me représentent. Donc forcément, je te dirais, bah, non pas enfin deux modèles, mais ces trois modèles-là, du coup, on va dire. Bah super. Écoute, super. C'est agréable en tout cas d'entendre un petit peu ce discours-là. Quelle expérience, par toutes tes expériences sportives que tu as vécues, t'as le plus marqué? Est-ce qu'il y en a une qui t'a le plus marqué ou on va dire que bah, comme un peu tout le monde, tu vois, il y a plein d'expériences qui nous marquent, mais on prend un Mm. peu de tout? Ou est-ce qu'il y a vraiment, tu vois, un focus sur certaines expériences peut-être qui t'ont façonné peut-être un peu plus que d'autres? Non, franchement, ouais, j'ai une expérience vraiment qui m'a vraiment marqué. C'est que ça, c'est dans mon histoire 3-3, on va dire. J'ai commencé le 3-3 en 2019, si je dis pas de bêtises. Donc, les gens me disaient que participer à un Open Plus, donc une étape on va dire pour ceux qui ne connaissent pas, le championnat de France qui s'appelle la Super League, où là toutes les équipes françaises se réunissent un peu partout en France. Participer à un Open Plus, ça semblait impossible en 2019 quand j'avais 2018, quand j'avais 18 ans. Ça semblait impossible pour tout le monde d'y participer. En tout cas, dans notre région, on se disait, voilà, c'est les pros qui participent. C'est les joueurs de national, de N1, de pro. C'est difficile d'y exister. Donc ça, c'est la première des choses. Rien que participer, c'était ouf. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est gagner un Open Plus. Ça, c'était quelque chose qui était inimaginable, qui aujourd'hui, bon, au final, est réel et concret. Et la dernière des choses, et qui semblait vraiment lunaire, c'était participer à un Open de France. Donc ça, c'est la grande finale qui réunit toutes les équipes, les meilleures équipes en fait françaises. Et à l'époque, il y a quelques années, le format était un peu différent de ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait par exemple les 10 premières équipes du classement général qui étaient qualifiées pour l'Open de France. Et derrière, il y avait un tournoi de qualification qui a lieu la veille de l'Open de France, qui réunissait les 12 autres équipes du classement général, c'est-à-dire les 10 premières places. Et ensuite, on va dire, je te dis une bêtise, de 11 à 20, 22, 23, tu avais les équipes qui voulaient se battre pour participer et d'avoir les deux derniers tickets pour l'Open de France. Du coup. Et on participe à ce tournoi de qualification. Donc sur la saison, ça s'est plutôt bien déroulé. Je crois qu'on termine 16e ou 17e. C'était en 2022. Et on gagne ce tournoi de qualification de l'Open de France. C'est-à-dire qu'on domine de la tête aux pieds du premier match jusqu'au dernier match. Et franchement, le moment où on se qualifie pour l'Open de France, c'était vraiment un souvenir incroyable. Je me souviens, on avait les coéquipiers, les amis de Hermon Senef, qui sont donc du coup connus maintenant dans le 3-3, qui sont venus nous féliciter. Jérôme Prigent, donc l'un des responsables et au gradé du 3-3, qui est venu nous féliciter à ce moment-là, et c'était vraiment incroyable. C'était vraiment top. Donc franchement, c'est le souvenir qui m'a le plus marqué, parce que dans ma carrière, je pense de 3-3, participer à son premier Open de France, c'est pas rien. Donc c'est un peu tout rêve de toute personne qui touche au 3-3 en France. Forcément, c'est quelque chose qui m'a marqué à ce moment-là, en tout cas. Bah, génial en tout cas. Super. Dans quel. Est-ce que. Ah, pardon, avant toute chose, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cursus pour un joueur qui se met au 3 contre 3 pour arriver bah, au plus haut niveau 3 contre 3? Bah alors, en fait, tout dépend de ses envies. Pour le 3-3, il y a de tout. Il y a ceux qui sont là pour le plaisir, pour le loisir, et il y a ceux qui veulent goûter tout de suite à la compétition. Il y a tout plein de choses. Il y a un circuit départemental, c'est-à-dire que tout le monde peut faire avec ses clubs.
si son département met en place ce championnat-là, aujourd'hui, n'importe qui peut demander à son club de 5-5 de créer une équipe 3-3 et participer donc du coup à ce championnat départemental. Maintenant, si on veut toucher à du niveau national, à toucher à avoir un peu d'argent, un peu de vivier de 3-3, on va dire, là, il y a la Super League. Donc, pareil, c'est un championnat national qui est réglé par la fédération, dirigé par la fédération. Et donc, du coup, il y a des étapes qualificatives, il y a des équipes qui s'y inscrivent. Donc, aujourd'hui, toi et moi, peu importe, si on a envie de faire une équipe comme ça, on peut s'y inscrire. Et il faut passer par la case gagner des tournois. Donc, il faut gagner ces tournois qualificatifs pour participer à ce championnat-là, au championnat national qui est la Super League. Et derrière, il y a les équipes qui sont très bien classées en France, donc qui font du 3-3 depuis un long moment, qui eux sont qualifiés directement à ces étapes-là. Et voilà, si aujourd'hui vous avez envie d'aller à l'étranger, ou peu importe, vous regardez sur le site Play FIBA 33 et vous allez voir plein de tournois dans le monde. Vous allez sur l'onglet événements, vous cliquez n'importe où, en France, en Belgique. Vous allez peut-être trouver un tournoi à Lille, un tournoi en Belgique, un tournoi aux Pays-Bas et vous pourrez y participer facilement. Il y a juste quelques frais d'inscription et sinon, tu prends 4 joueurs et tu vas jouer si tu as envie de le faire. Donc, c'est ça qui est top avec le 3-3, c'est que c'est très libre et que franchement, c'est accessible à tous. Et même si tu n'es pas licencié de basket, tu peux prendre une licence 3-3 sur le site, pareil, et derrière, tu peux jouer et il n'y a aucun souci. Ben merci, merci. Donc let's go pour ceux qui veulent faire du 3 contre 3. Est-ce qu'il y a un joueur, une joueuse peut-être qui t'ont fait réfléchir quand tu les as côtoyés en tant que joueur, en tant que personne, ou peut-être des joueurs que tu as entraînés? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont peut-être fait bouger par rapport à ce que tu voyais de la conception du basket de ton côté, ou pas du tout? T'es resté sur ta ligne de conduite depuis le départ. Franchement, tous, franchement, tous, tout un chacun. Je pense que tu as quelque chose à apprendre de tous, de n'importe quel coach, de n'importe quel joueur. On est dans le perpétuel apprentissage. Je pense qu'au moment où tu pars du prolata que ça y est, tu as réussi, que tu sais tout, que tu sais tout faire. Je pense que c'est à ce moment-là où tu régresses et que tu ne deviens pas la meilleure version de toi-même. Donc c'est important de prendre en compte toute chose. C'est important de bien filtrer aussi. C'est tout prendre en compte, mais filtrer les bonnes choses. Parce que ce qui est important aussi, c'est de se créer une identité. C'est-à-dire, on ne doit pas ressembler à quelqu'un, on ne doit pas avoir une philosophie, par exemple. Voilà, il faut créer sa propre identité. Je pense que ça, c'est important que chacun puisse créer son identité. Faire réfléchir, oui, c'est important. Je pense que c'est important de prendre du recul, des step back sur n'importe quelle des situations, que n'importe quel joueur peut te t'amener à réfléchir aussi. N'importe quel joueur, que ce soit un coéquipier, que ce soit ton propre joueur en tant que coach. Je pense que c'est important de prendre en compte tout, filtrer, mais prendre en compte, c'est important. Maintenant, me faire changer, j'ai envie de dire oui et non. Je pense que c'est important, comme je t'ai dit, d'avoir une identité. Mhm. Mais à partir du moment où ça ne fonctionne plus, on arrive à un bout, je pense que c'est important de effectivement changer, changer sa manière de fonctionner, sa manière de travailler, sa manière peut-être de voir les choses. Je pense qu'il n'y a rien d'immuable dans le basket, il n'y a rien de fixé et que c'est important de s'adapter en tout temps. Parce que je pense que, par exemple, le basket d'il y a 40 ans est différent du basket d'aujourd'hui. Donc, c'est important de ne pas rester sur ses acquis. Sinon, il y a un de mes coéquipiers vraiment qui m'a fait prendre compte énormément de choses. C'est Christian Nelson qui joue à Levallois en National 1 là, en ce moment, un de mes coéquipiers 3-3. Il me disait, en fait, au final, dans notre passion, dans notre basket, on n'a pas d'ennemis, au final. Donc, c'est important parce que je suis quelqu'un qui marche beaucoup aux émotions, qui marche à l'affect. Et en se disant ça et en se disant, on n'a pas d'ennemis dans notre passion, on ne peut que avancer, essayer de ne pas prendre les choses à cœur. Et pareil, les situations qu'on ne peut pas contrôler ne sont pas nos ennemis non plus. On ne peut pas faire en sorte d'avancer et de rester sur ces points-là. J'ai essayé de le faire dans le passé, mais ça prenait énormément de temps. Ça prenait pas le temps que j'aurais aimé. Et franchement, avec la rencontre de Christian, ça m'a permis tout simplement de vite passer à autre chose, de vite me dire que, bah, au final, voilà, le contexte est simple, on n'a pas d'ennemi, il faut juste avancer. Aussi simple que ça. Donc voilà, bah, merci à Christian si tu vois cette vidéo, mais voilà, petite dédicace à toi parce que
tu m'as fait avancer, donc c'est important aussi de le dire. Voilà. C'est important de rendre à César ce qui appartient à César. C'est clair. C'est c'est toujours inspirant d'entendre ce genre de discours. Quel est ton management en termes d'entraîneur et en termes de président, du coup? Hum. Alors, on va dire que je prends ma présidence comme du management, hein, les deux vont de pair, j'ai envie de te dire, et beaucoup de communication, énormément de communication, que ce soit avec les staffs, les joueurs, les bénévoles. Je suis quelqu'un qui est très ouvert sur ça, c'est-à-dire j'essaye de faire le moins de choses descendantes possible. Il y en a, forcément, il doit en avoir. Mais je pense que entendre ce que autrui a à dire, et comme je te disais tout à l'heure, hein, ça revient à la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important d'être à l'écoute, d'être dans la communication, mais d'être à l'écoute. Parce que parfois, on peut entendre, mais on a peut-être du mal à comprendre aussi. Donc, c'est important aussi de prendre tout ce qui est devant soi, d'entendre tout ce qui est devant soi et de l'analyser, de le filtrer, de prendre ce qu'il y a à prendre. Donc voilà, je procède comme ça, beaucoup de communication, beaucoup de check. J'appelle beaucoup mes joueurs. En général, j'essaie de prendre en compte leurs émotions. C'est important aussi. Je pense que au-delà de l'aventure sportive, il y a une aventure humaine. Je pense qu'on est tous des humains et qu'on a besoin de communiquer. Je pense que c'est la première des choses. Je pense que la première des erreurs, c'est de vouloir supprimer cet outil de communication qu'on a tous et qui nous est inhérent à tous. Je pense que si on le supprime, forcément, la cohésion ne va pas marcher, la saison ne va pas fonctionner et au final, tout le monde est perdant. Donc ça, c'est un aspect qui est très important et que je soulève. Et donc voilà, la communication, l'écoute et que tout le monde puisse avoir un droit de parole, c'est important en tout cas. Ok, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu as des adjoints? Et si oui, quelle place tu donnes à ces adjoints sur tes séances d'entraînement, sur tes Mm. matchs ou dans la vie du groupe en général? Alors, je suis quelqu'un qui aime toucher à tout. Voilà, j'aime tout faire. Mais ça, c'est un de mes défauts. Et j'essaie d'y travailler dessus, de jour en jour, de semaine en semaine et d'année en année. Et oui, j'ai des adjoints ces années-là. Enfin, sur ces 2 dernières saisons, j'ai eu des adjoints. Et comment je procède avec eux, c'est très simple. Au début d'année, je structure ma saison, je mets certains points qui me semblent importants sur mes formes défensives, sur mes formes offensives, sur comment va se dérouler les entraînements, sur quel cycle je vais mettre en place. Donc tout ça, c'est important. C'est important de le mettre en place et derrière, c'est en collaboration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il aime faire. Ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'il aime la prépa physique? Est-ce qu'il aime le côté offensif? Est-ce qu'il aime le côté défensif? Donc c'est sonder un peu ce qu'il aime, sonder un peu quel est son atout. Est-ce que c'est sur la partie statistique? Est-ce qu'il aime bien faire ce genre de choses-là? Donc, c'est collaborer ensemble sur d'abord qu'est-ce qu'il aime. Ensuite, après, derrière, on peut construire. On peut construire des choses. Je peux le missionner sur certaines séances, par exemple, si c'est sur un travail défensif et que voilà, son dada c'est la défense, je peux le missionner sur certains points de notre projet de jeu. Voilà, j'ai besoin de telle chose ce jour-là, cette semaine-là, sur telle chose-là, je peux le missionner sur ce type de choses-là. Maintenant, en match, pareil, dans nos formes de jeu, identifier ce que les autres joueurs font adverses, quels sont, bon, je vais pas forcément tout dévoiler, mais en tout cas, tous ces points-là, le missionner, ça c'est des choses qui me semblent importantes tout au long de l'année, c'est qu'il ait un rôle et qu'il puisse voilà, travailler ensemble. Je pense qu'au final, un adjoint, c'est quelqu'un avec qui on passe tout le long de l'année, donc c'est important de travailler ensemble, en tout cas, pour pouvoir avancer de la meilleure des façons possibles. Parce que je pense que on ne peut pas tout faire seul, on ne peut pas avancer seul et que au plus on est, au mieux c'est. Donc, c'est important de déléguer et de bien le faire en début d'année. Donc, voilà. Et ça peut être modulable au fur et à mesure de la saison aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est s'adapter en tout cas. C'est clair en tout cas. Est-ce que dans ta carrière, est-ce que tu as douté ou pensé à renoncer? Peut-être, tu t'es dit, je vais changer de branche ou non. Tu as douté Franchement, peut-être, on a tous douté peut-être un jour, mais renoncer jamais. sans te mentir, oui, ça m'est déjà arrivé, franchement, plein de fois, plein de fois. Beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui me remet souvent en question, qui cherche forcément à aller
aller de l'avant. Donc, dans les situations où on est un peu plus difficile, où c'est un peu plus difficile à combattre, forcément, on y a déjà pensé, je pense, tout un chacun. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté, je n'ai jamais abandonné parce qu'au final, je me suis dit, on peut toujours se rattraper, on peut toujours avancer et il faut pas oublier, il faut revenir sur le pourquoi on fait les choses, sur pourquoi je suis là aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours ma passion? Est-ce que j'aime toujours ça? Ça, c'est aussi des Mhm. choses qui sont importantes propres à chacun. C'est-à-dire aujourd'hui, demain, si réellement le basket n'est plus une passion, oui, peut-être qu'il faut arrêter, peut-être trouver d'autres manières d'utiliser bah, nos compétences ou autres. Ça peut être dans plein de choses. Est-ce que jouer, j'aime ça, je n'aime plus ça? On peut toujours trouver d'autres choses. Est-ce que j'aime le 5-5? Est-ce que j'aime le 3-3? Est-ce que j'aime coacher? Est-ce que j'aime arbitrer? Est-ce que j'aime être officier de table de marque? Il y a tout plein de choses qu'on peut faire qui est lié à sa passion première. Et on peut toujours souffler, on peut toujours revenir. Voilà, c'est pas immuable. Peut-être qu'on peut faire une pause un an, peut-être qu'on peut faire une pause 2 semaines, 2 mois, 3 mois et revenir dans les 3 mois après. Donc je pense que oui, ça m'est déjà arrivé, mais pour autant, j'ai jamais forcément passé le cap de me dire, bah, il faut que j'arrête. Non, parce qu'au final, ça reste ma passion. Je reprends du recul. Je me dis que tout est relatif et que c'est important voilà, de revenir aux sources. Donc oui, je pense que j'ai déjà douté. Ah, mais je pense qu'on a tous douté à un moment donné, hein. De toute façon, sur un sujet. Mais ouais, l'important, c'est de jamais lâcher, de continuer à aller là où on veut. Comment se passe ton début de saison et quels objectifs? Écoute, j'ai plusieurs casquettes, donc forcément j'ai pas mal d'objectifs tout plein de points. Je vais commencer par l'aspect 5-5 parce qu'on y est en ce moment et que c'est la période. On va dire que ça se passe plutôt bien. Je coach une équipe donc du coup de régional masculine 3 et des U20 en région également dans ma ligue. Ça se passe plutôt bien, on est dans nos objectifs, on les a quantifiés en début d'année, on y est. Donc on dépasse même les objectifs là pour l'instant en tout cas sur ça. Donc on y est. On a des objectifs qui sont ambitieux dans les deux catégories, ambitieux sans oublier le plaisir. C'est comme ça que je suis venu cette année en présentant le projet aux différents joueurs et aux différentes catégories. C'est prendre du plaisir avec ambition et on y est. Donc on est dans les critères. Maintenant dans notre saison 3-3, elle est un peu différente parce que septembre, décembre, quand on n'est pas sur le niveau international, fixé le niveau numéro un international, septembre, décembre, c'est une période très creuse pour toutes les autres équipes. Donc on est dans cette période creuse. Donc là, on est dans des objectifs plutôt structurels, on va dire. Donc en termes de structure, on continue à développer nos finances, avoir des rendez-vous avec les institutions, avec des sponsors potentiels. Donc ça avance, peut-être pas à la vitesse que j'aimerais, mais ça avance. Sur une casquette dite sportive 3-3, donc comme je vous ai dit, on est plutôt en termes de pause. Là, c'est la reprise. La reprise, là, cette semaine, on a eu 2 mois de pause, on va dire. Et là, c'est la reprise. Donc, cette semaine, clairement, on est dans l'art. On a vraiment beaucoup d'entraînement et on a un tournoi à la fin de cette semaine, un tournoi international à Bruxelles en préparation. Et ensuite, on va continuer à travailler. Là, on va dire de décembre jusque mars, avril, on va être vraiment sur de la prépa, sur de la prépa. Voilà, c'est des objectifs de préparation hein, sans rentrer dans les détails. Euh, Sinon, en termes d'objectifs, je pense que j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour. Je m'occupe aussi d'une sélection pour mon comité, comité du Nord de basket. Donc là, on est sur des objectifs plutôt de détection, de sélection. Donc là, on va bientôt finir cette partie et on va partir plutôt sur de l'entraînement de notre sélection parce qu'on a différents plateaux, différents titres qui vont arriver. Donc c'est important d'évaluer tout ça. Maintenant, oui, la saison avance bien, la saison avance plutôt bien. Je pense qu'on peut être satisfait du travail qu'on fait tous, que ce soit dans les différentes branches. Maintenant, faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, qu'on continue d'avancer. Parce que, au final, le nerf de la guerre, c'est d'être prêt aux échéances qui nous semblent importantes. Donc voilà. C'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il y a un coach qui t'a marqué plus que d'autres? Franchement.
un de mes coachs U15. Un de mes coachs U15, parce que rien que dans sa pédagogie, rien que dans sa manière d'être avec les joueurs, il s'appelle Gervais, il coachait à Villeneuve d'Ascq. Enfin, il coach toujours à Villeneuve d'Ascq d'ailleurs. Et sa pédagogie était vraiment intéressante parce qu'elle était basée sur la communication, sur euh, l'estime de soi et le fait que tout le monde ait sa place dans un effectif. Donc ça m'avait vraiment marqué. Ça m'avait marqué parce que franchement, j'ai passé une très bonne saison. Donc, je dirais Gervais, parce que vraiment, je suis passé du tout au tout en quelques années et je me suis dit, waouh, c'est fort. Donc, rien que pour que je t'en parle maintenant, alors que c'était il y a une dizaine d'années, je pense que Ah, il t'a ouais, marqué, ouais. ouais, Mhm. ouais, je pense. Et quelle est la grosse différence entre le coaching 5 contre 5 et le coaching 3 contre 3? Parce que mine de rien, tout le monde se pose un peu la question. On voit que les coachs sont en tribune lors des matchs 3 contre 3. Alors, Hmm. quel est le rôle des entraîneurs au final sur le basket 3 contre 3? Et est-ce qu'il est différent ou euh, plus ou moins similaire avec le basket 5-5? Alors, franchement, il y a une grosse marge, il y a une grosse différence parce que en 5-5, j'ai envie de dire, le coach a tous les pouvoirs. Presque, j'ai envie de dire presque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coach définit le projet de jeu, le coach met en place certaines choses, et si ça lui convient pas et que tu n'es pas dans ce projet de jeu-là et que tu as du mal à être dans ce projet de là, il y a des adaptations à faire. Aujourd'hui, en 3-3, le pouvoir est délégué au coach et aux joueurs. C'est-à-dire que le coach met en place une tactique, met en place une manière de jouer, met plusieurs plays en place, plein de choses, plein d'outils, plein de gammes. Et aujourd'hui, en match, le coach n'a pas interféré avec le match. Alors, c'est un grand mot interférer parce qu'au final, on a un peu le droit si on joue avec les règles. Un coach qui est dans les tribunes est un peu un spectateur, j'ai envie de dire. Donc, il peut faire un peu ce qu'il veut tant qu'il n'y a pas d'interaction avec les joueurs. Donc voilà, si quelqu'un connaît bien le règlement et je fais partie de ces coachs-là en 3-3 qui aiment bien jouer et flirter avec le règlement. Donc voilà. Mais sur le terrain, en 3-3, oui, aujourd'hui, les joueurs ont le pouvoir. C'est-à-dire qu'à un instant T, s'ils voient que la forme de jeu ne fonctionne plus, qu'elle soit défensive ou offensive, on va s'adapter. Et c'est aux joueurs de s'adapter aussi et d'avoir cette lucidité-là, de se dire, ah, au final, ça ne fonctionne peut-être pas. Donc, faut peut-être changer. Alors qu'en 5-5, le coach prend temps mort et dit, ah, on va peut-être changer ça. Mais en match 3-3, c'est les joueurs qui prennent temps mort. Donc, c'est les joueurs qui doivent avoir la lucidité et le recul pour se dire, OK, à ce moment-là, là, ça fonctionne pas. Il faut peut-être qu'on change quelque chose. Donc, il y a cette différence-là. Maintenant, dans l'entraînabilité, dans comment on travaille tout au long de la saison, ça ne diffère pas d'un coach 5-5. C'est-à-dire aujourd'hui, en termes d'entraînement, etc., ça ne diffère pas. Mais c'est plutôt dans le contexte management d'un tournoi où là, ça diffère, forcément. Parce que tu veux dire, ça crée plus d'autonomie chez les joueurs. 3 contre 3. Exactement, Ouais. exactement. Le 3-3, ça demande énormément d'autonomie, énormément de remise en question parce que faut avoir cette lucidité-là de se dire, OK, ça ne fonctionne plus. Ou ce que je fais là à l'heure actuelle, personnellement, et c'est dur de s'auto-juger, hein, parce Mm. que on n'a pas forcément tous, euh, enfin, on n'est pas tous capables d'avoir ce step back-là, de se dire, merde, peut-être à ce moment-là, je fais de la merde personnellement, d'avoir ce qualificatif-là, de se dire, je fais de la merde. Donc ça, c'est important de se dire qu'en 3-3, l'autonomie, c'est peut-être l'un des points d'ordre, l'un des points d'ordre numéro un dans tout, dans la structuration, dans les matchs, dans tout, tout, c'est l'autonomie. Rien que les échauffements aussi, pareil, ça aussi, il y a pas mal d'autonomie qui est présente. Donc, plus qu'en 5-5 en tout cas. C'est clair. Euh, Quel est ton cursus basket 5 contre 5? Alors, j'ai, on va dire, un cursus classique régional, on va dire. Donc, j'ai fait toute ma jeunesse en région, j'ai fait de la U20 Elite. Ensuite, j'ai eu un choix à un moment donné, c'est de me dire, est-ce que je me concentre sur le 5-5? Est-ce que je prends euh, enfin, j'ai pas envie de dire le risque de m'orienter sur ce côté-là et d'abandonner le 3-3 parce qu'à un moment donné, en fait, je faisais les deux en même temps. Et
Et je me suis dit, je ne peux pas être à très haut niveau dans les deux. Je pense que c'est impossible. Aujourd'hui, un joueur de Pro A ne peut pas faire du 3-3 à temps plein, à très haut niveau non plus. Ça ne matche pas. Un joueur de National 1, un joueur de National 2, pareil, il y aura toujours des difficultés à avoir un temps plein en 5-5 et un temps plein en 3-3. C'est pratiquement impossible sur la saison, en tout cas. Il peut avoir une complémentarité sur certaines périodes données, mais c'était pas ça qui m'intéressait à cet instant-là, au moment où j'ai fait ce choix-là. Donc, en sortie du 20 Elite, sur ma dernière année U20, où je faisais aussi de la R2, à Vambrechy, en tout cas, donc le club où je suis actuellement, j'ai fait le choix de m'orienter à 100% sur le 3-3 et d'avoir une part de coaching un peu plus importante dans le 5-5. Donc, et à ce moment-là, j'ai fait ce choix-là de m'orienter sur le 3-3 et c'était il y a 5 ans, 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, je regrette pas parce que je vis des aventures folles en 3-3. Donc voilà, tout simplement. Et justement, quel cursus dans le 3 contre 3? Comment arriver dans le 3 contre 3 et monter les échelons comme tu as pu le faire? Bah, étape par étape, hein, tout simplement. Et c'est ça qui est bien avec le 3-3, c'est que tu peux monter du tournoi départemental organisé par une structure départementale ou privée. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai commencé avec la Hoops Factory, pardon. Je pense que tout le monde connaît la Hoops Factory. Et j'ai commencé par un des tournois qu'ils avaient organisé avec mes copains. On s'est dit, ah, c'est cool. Alors, j'ai une bêtise, j'ai pas commencé par la Hoops Factory, pardon. J'ai commencé par un tournoi de découverte du 3-3 sur la Grand Place de Lille. C'est comme ça que j'ai découvert le 3-3. Donc, c'était avec mes amis lycéens. J'avais 17 ans, donc c'était à peu près en 2018, où là, c'était vraiment comme ça. C'était un tournoi sans vraiment d'incidence, de compétition. C'était vraiment un tournoi de découverte et on a gagné le tournoi. C'était cool. Je me suis dit, bah, c'est sympa, le 3-3, ça change, il n'y a pas de coach, tu fais ce que tu veux. Ensuite, 2 ans après, en 2019-2020, là, j'ai commencé donc ces tournois-là, la Hoops Factory, où c'était des tournois un peu global avec toutes les hoops de France. Je trouvais ça cool, c'était sympa, toujours avec mes potes. Et à ce moment donné-là, on s'est dit, putain, c'est cool le 3-3. C'est top, ça change, c'est traditionnellement autre, clairement. C'est culturellement autre que le 5-5 traditionnel. Et on s'est dit avec nos amis, mais pourquoi pas se lancer dans le 3-3, c'est cool. Et on voulait se dire, on veut être dépendant de personne. On veut pas être dépendant d'un comité, on veut pas être dépendant d'un club, on veut pas être dépendant d'une structure, d'une ligue, on veut pas être dépendant d'eux pour mettre en place des tournois, c'est-à-dire créer des tournois, d'y participer. On voulait pas être dépendant d'eux parce qu'aujourd'hui, s'ils en font trois, c'est-à-dire dans l'année, bah, nous, on en fait trois. Donc, on voulait pas être dépendant de tout ça. On voulait pas être dépendant d'un budget d'un club non plus en se disant, voilà, on se limite à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous donne un budget de 1000 euros et simple, c'est tout. Et vous ne faites plus rien, enfin, vous pourrez plus faire d'autres choses, juste, voilà. Donc, on s'est dit, c'est vraiment cette envie de dépendance-là. C'est-à-dire qu'on fait notre propre basket, on fait notre propre culture, on crée notre propre chose, on crée notre propre identité, on crée on crée nos propres envies et on avance comme on l'entend et où on veut et qu'on n'ait aucune limite. Et c'est pour ça, dans le monde de notre association, il y a un peu de tout ça, c'est-à-dire qu'on veut englober un peu tous ces aspects-là. C'est-à-dire, on ne dépend de personne, on met en place des choses pour tous, accessible à tous, mais accessible à nous aussi. Donc c'est pour ça. Et ensuite, à ce moment-là où on a décidé de créer notre association sportive, on s'est dit, OK, il faut qu'on ait un plan de jeu, il faut qu'on ait un projet, il faut qu'on se dise, OK, il faut qu'on avance. Parce qu'on a vraiment un truc à faire dans le 3-3, on a vu, c'est cool. On s'est renseigné sur le 3-3. On a vu qu'il y avait des choses à faire, qu'il y avait des budgets à aller chercher, qu'il y avait des financements, qu'il y avait des cash prizes. Euh, que ça pouvait jouer à l'international et que tu avais une liberté de faire ce que tu veux quand tu veux avec le 3-3 et que tu ne dépendais de personne. Et on s'est dit, bah, let's go, tentons l'aventure. Donc, année après année, on continue à se structurer, on fait les étapes par étapes. Au début, c'était de participer voilà, aux étapes nationales du championnat de France, la Super League. Ensuite, c'était de se qualifier à la finale de cette Super League-là. Après avoir passé toutes ces étapes-là, qu'on commence à être compétitif sur le circuit national. Après ces étapes-là, se dire, OK, on est ancré,
Bah cool, pourquoi pas tenter l'expérience internationale? Donc, chose qu'on a faite sur les troisièmes niveaux mondiaux, les quatrièmes niveaux mondiaux. Et l'année dernière, on a goûté enfin un peu au deuxième niveau mondial et même au championnat professionnel français. Donc, c'est d'y aller étape par étape, c'est de se structurer, de se dire aujourd'hui, on est une association qui est pérenne, qui fonctionne, qui n'oublie pas ses devoirs de développement, parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, le but, c'était de mettre en place des choses quand on le voulait et de dépendre d'aucune structure. Donc, dans notre politique de développement, on y est toujours, mais on a une politique de compétition aussi. On veut toucher à tout, on veut essayer de faire le maximum de choses possibles. Donc, il faut essayer de se structurer pour tout ça. Et chose qu'on a essayé de mettre en place, chose qu'on a voulu ancrer dans notre territoire, à Lille, dans les Hauts-de-France, pour devenir en fait un acteur majeur et de se dire, OK, Lille, au final, est un acteur majeur du basket 3-3 en France. Et l'objectif, un acteur majeur en France, et pourquoi pas dans une décennie, être un acteur majeur à l'international. Pourquoi pas? En tout cas, ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut commencer avec ses potes et qu'ensuite, si t'aimes ça, si vraiment t'aimes la compétition, tu peux t'y lancer. Si tu as les armes pour, si tu as les épaules pour, si ensemble vous voulez avancer, vous pouvez. Il faut juste se lancer. Faut tout simplement se lancer. Et est-ce que pour toi, à ton sens, le basket 3-3 et le basket 5 contre 5 peuvent être compatibles? On va dire, est-ce que dans le basket 5 contre 5, le basket 3-3 te sert, et est-ce que dans le basket 3 contre 3, le basket 5 contre 5 peut te servir? Aujourd'hui, le basket 3-3 est comment dirais-je, le, l'essence, j'ai envie de même dire, peut-être l'essence même du 5-5. Et le 5-5 peut aussi être le carburant du 3-3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux domaines, on se sert du même outil qui est le basket pour jouer. Et les attitudes 3-3, si tu arrives à les retranscrire en 5-5, ça peut être très intéressant sur beaucoup de choses. Parce que avec mon recul du 3-3, les formes de jeu que je mets en 5-5 en attaque sont inspirées, j'ai pas envie de dire inspirées du 3-3, mais quelques attitudes. Parce qu'au final, le 5-5, est-ce qu'on joue vraiment à 5 sur le terrain en même temps? C'est ça la question. Est-ce qu'à un moment donné, pendant 40 minutes, dans un match 5-5, on joue à 5? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a certaines possessions, certains moments, que ce soit dans tes systèmes ou dans ton jeu de mouvement ou autre, où tu retrouves du 3-3. Vraiment, dans les aspects de 1 contre 1, dans les aspects de prise de pique, dans les aspects de coupe, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont similaires au 3-3. Aujourd'hui, je pense qu'un bon joueur de 3-3 peut exceller en 5-5. Par contre, un bon joueur de 5-5, je suis pas sûr qu'il puisse exceller en 3-3 parce que le 3-3, défensivement et offensivement, demande vraiment une adaptation. Le retranscrire du 3-3 au 5-5, c'est plus facile que dans l'autre sens. Parce que les formes de jeu défensives en 3-3 sont totalement différentes parce qu'il y a moins de joueurs, forcément. Donc, comme il y a moins de joueurs, on a moins le droit à l'erreur. C'est-à-dire que dès qu'il y a une erreur, elle est sanctionnée. Donc, ça demande beaucoup de discipline défensive et offensive. Parce qu'à la moindre erreur, il n'y a personne qui va venir t'aider. Il n'y aura aucune aide de l'aide. En tout cas, très, très peu. Et si tu t'aventures dans ça, il y a beaucoup d'aspects techniques, tactiques qu'il faut vraiment assimiler en 3-3. En 5-5, c'est différent parce qu'on vient tous du 5-5. Donc, c'est facile de s'adapter au 5-5, j'ai envie de te dire. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, la conclusion que j'ai faite, c'est qu'il y a une grosse complémentarité sur le jeu 5-5 et 3-3. Il y a vraiment un fil rouge, il y a vraiment une équation des deux avec des variables que tu peux changer et je trouve ça très beau, très mathématique parce qu'au final, ça se ressemble. Si tu arrives à résoudre l'équation 3-3 et 5-5 en même temps, tu peux faire de belles choses sur le terrain, je pense, et dans les deux disciplines. Maintenant, pour aller un peu plus loin dans ta question, est-ce que c'est complémentaire dans la pratique? C'est-à-dire, est-ce que tu peux devenir un joueur 5-5 et un joueur 3-3 en même temps? À très haut niveau, c'est difficile. C'est très difficile. Faut vraiment faire un choix à ce moment-là. Mais sur des niveaux intermédiaires, sur des niveaux nationaux, si tu veux tenter un peu l'international de temps en temps, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est même très complémentaire, puisque les calendriers s'y prêtent. Mais
très haut niveau, je pense pas, en tout cas. Parlant du très haut niveau, est-ce que les Jeux Olympiques 3 contre 3 est un rêve pour toi? Alors, un rêve, je pense que c'est un rêve pour tout le monde. Je pense que tout le monde, étant jeune, s'est dit, waouh, c'est beau les JO, c'est incroyable, c'est une aventure de vie. Et pour avoir connu des personnes qui ont fait les JO, par exemple, comme Minia, c'est vraiment des moments de vie, franchement. Et je pense que tout le monde aimerait vivre ça. Maintenant, en tant que joueur, bon, je sais qu'il y a des joueurs beaucoup plus talentueux que moi et qui méritent d'y être. Maintenant, on a des objectifs, on est compétitif et moi, je fonctionne à l'année. C'est-à-dire que cette année-là, j'ai mes objectifs. Peut-être que dans 2 ans, j'aurai des objectifs différents. Peut-être dans 5 ans ou peut-être dans 8 ans, j'aurai des objectifs de JO. Pourquoi pas? Je me mets aucune limite. Aucune limite. Maintenant, que ce soit en tant que joueur, que ce soit en tant que coach, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, faut rêver. Moi, franchement, c'est le premier mot que j'ai envie de dire. Faut pas se laisser de limites. Faut avancer par ses rêves. Et par contre, si tu veux réaliser tes rêves, faut que ce soit construit, faut que ce soit structuré, faut que ce soit objectivé, faut que ce soit crescendo dans le temps. Parce que demain, je peux pas faire les JO. C'est impossible. Il y a besoin d'une structure, il y a besoin d'un plan de jeu, un projet, une structure. Donc, c'est ça qui est important. Donc, oui, rêver, mais rêver structurellement, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu as J'espère un... avoir répondu à ta Ouais, question. ouais, carrément, carrément. Ouais, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. On l'a vu en plus cet été encore. C'est formidable. Et les Ah, athlètes qui ont parlé, ils nous c'est ont incroyable, hein, c'est incroyable. incroyable. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Marie-Ève Paget. Tu vois, on avait fait Mhm. Ouais. avec Marie-Ève, puis voilà, on se connaît depuis un petit moment et elle me dit, c'est extraordinaire. Tu vois, donc ouais, forcément, quand elle nous en parle avec les étoiles dans les yeux, on se dit, ouais, on a envie d'y aller aussi. Mais il y Mhm, a tellement peu de place et il faut tellement faire de sacrifices et de travail mhm, que mhm, mhm. c'est un rêve qui a été construit comme, comme tu es en train de dire. Est-ce que tu as un rituel d'avant-match ou Ouais, franchement, pas je suis fou de ça. Ouais. Ouais, clairement, pour répondre à tes questions, ouais, clairement, je ne peux pas jouer au basket, je ne peux pas coacher non plus sans rituel. Vraiment, je sais pas si c'est un tic, si c'est un toc, mais ça me permet de me sentir bien en tout cas. C'est important. Je sais vraiment, genre dans ma journée, en tournoi, avant un match, avant un tournoi, avant une compétition, vraiment, ouais, clairement, j'en ai quelques-uns. Ok, ok. Justement, par rapport au 3 contre 3, est-ce que tu peux nous raconter ton premier match à l'international? Peut-être 3 contre 3, quelle sensation? Alors, attends, faut que je me souvienne quand même de. Alors, ça dépend ce que tu veux dire par international, c'est-à-dire une compétition internationale, c'est-à-dire de niveau, aller peut-être sur les 3 premiers niveaux mondiaux, ou plutôt Euh, international dans le sens à l'étranger, par exemple. Eh ben, ça peut peut-être être la même. Si ça se trouve, ça va peut-être être ton premier match où tu peux nous donner les deux, tu vois, les deux matchs. Ta première Mhm. compétition à l'international à l'étranger et un des premiers niveaux. Ouais, bah, clairement, c'était à l'étranger, du coup, c'était en Belgique. Et franchement, c'était cool. C'est à ce moment-là où on s'est dit, mais en fait, on peut regarder les yeux dans les yeux les équipes internationales. Il y avait Anvers, donc une équipe qui est très connue sur le circuit international, qui est une école de 3-3, clairement, qui a une philosophie de 3-3 très poussée, très avancée. Tout le monde s'inspire d'Anvers, j'ai envie de te dire. Et ouais, on a joué contre eux, on a joué contre leur équipe 2, on a joué contre Bruxelles à cette époque-là. Donc c'était sur un Light Quest. Donc Light Quest, pour te donner un peu, c'est troisième voire quatrième niveau mondial. Et c'était top, franchement, j'ai aimé jouer, j'ai aimé bah, combattre et me dire, ouais, bah, en fait, on peut jouer avec eux, on peut jouer avec eux, on peut de redonner coup pour coup à des équipes internationaux, à des joueurs internationaux, ça existe, on peut, c'est pas un rêve. Donc c'était incroyable. Et franchement, pour avoir joué beaucoup d'équipes étrangères, des équipes du circuit professionnel, il y en a certaines qui sont vraiment très loin. C'est des écuries, les équipes du top 20, c'est dur. C'est très dur de les jouer. Faut être préparé, faut être prêt, faut avoir les individualités pour, faut avoir la structure d'entraînement pour. C'est très important, la préparation pour. Maintenant, quand tu touches hors du top 30, j'ai envie de te dire, bah oui, tu peux, et c'est incroyable.
c'était incroyable. Donc la sensation de jouer ces matchs-là, la sensation de connaître un basket différent aussi, parce que quand tu vas jouer en Allemagne, quand tu vas jouer aux Pays-Bas, Mhm. le basket est différent, la culture est différente. Donc c'est top, franchement, c'est comme je te dis, là, le 3-3, c'est une aventure humaine et c'est top de rencontrer bah, tout plein de choses qui te passionnent, mais d'une manière différente, parce que le basket nous passionne tous, mais voilà, en Allemagne, le basket va être différent et c'est top. Euh, donc ouais, donc clairement, ouais, c'est le mot, c'est juste incroyable, incroyable. Et vraiment, genre, tous ces matchs-là, j'ai kiffé les jouer. J'ai kiffé les jouer. Et quand tu joues Jeddah, une équipe avec Kevin Corr, Dominique Gentil, des joueurs américains, etc., avec des budgets colossaux, et que tu les regardes yeux dans les yeux, que ce soit individuellement ou collectivement, quand tu es un compétiteur, c'est, c'est ouf, c'est cool. Ouais, ça doit être sacrément sympa. Est-ce que tu peux nous Mm. parler un peu du ranking? Comment ça marche? Alors là, bon courage, parce que c'est pas facile. Franchement, avec du recul, je me dis, franchement, on est quelqu'un qui est hors du circuit 3-3. Tu peux avoir du mal à le comprendre tout de suite, mais dès que tu y es dedans, bon, ça te semble cohérent. On va dire le ranking 3-3, il prend en compte énormément de choses, mais vraiment énormément de choses. Donc, j'ai essayé d'être très succinct. Il y a un ranking, donc pour traduire un classement de joueurs, il y a un classement de d'équipes, il y a un classement de nations. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Il y a tous ces classements-là. Après, il y a plein de sous-classements en fonction des trois gros thèmes que je t'ai dit. Maintenant, tous les classements fonctionnent par la base des classements des joueurs. C'est-à-dire, quand tu participes à un tournoi, en fonction de la place à laquelle tu termines, par exemple, tu termines premier de ton tournoi, tu vas avoir, je te dis une bêtise, 10 000 points. Tu vois, tu auras 10 000 points. Tu termines deuxième, tu vas avoir moins, tu vas avoir 8 000 points. Donc, Mhm. tu continues comme ça, et chaque joueur de l'équipe prend ses points. Donc, l'équipe qui a fini première, les quatre joueurs prennent 10 000 points. Et au fur et à mesure, tu as un cumul de points tout au long de l'année, et ça te fait ton cumul de points individuels. Du coup, ton classement d'équipe, ton ranking d'équipe va être déterminé par le nombre de points de tes joueurs. C'est-à-dire, dans ton équipe, tu as 6 joueurs, bah, à l'international, tes 6 joueurs peuvent participer au ranking, tu vois, de ton équipe. C'est-à-dire qu'on prend en compte les points de tes joueurs. Et ça te fait des classements derrière d'équipe. Ensuite, le classement national, donc c'est-à-dire donc des nations, pardon, le classement des nations, donc la France, la Belgique, les Pays-Bas, les Serbes, c'est le cumul de tous les points des joueurs qui sont français, Ouais, qui français, sont belges, belge. voilà. Donc les rankings, ça fonctionne comme ça. C'est avec la base des points des joueurs. Ça, c'est le point d'ancrage, c'est le point de début. C'est les points individuels des joueurs qui font un peu tous les rankings et autres. Et comment un joueur gagne des points? Bah, en participant à des tournois. Et les tournois, tu gagnes des points en fonction du niveau auquel tu es. Ouais. Si tu fais des tournois départementaux, bah, tu vas avoir 300 points. Et aujourd'hui, la FIBA, ils ont fait vraiment un gros truc, c'est-à-dire qu'ils différencient les pros des amateurs. Aujourd'hui, un amateur n'aura jamais autant de points qu'un pro parce que il va prendre 300 points max à ses tournois alors qu'un pro, il va prendre 150 000, tu vois, par exemple, sur Ouais, un tournoi gagné. Donc forcément, ça fait des grosses différences. c'est clair. C'est clair. Est-ce que tu as un joueur préféré? Peut-être dans le 3 contre 3 ou peut-être dans le 5 contre 5 d'ailleurs. Franchement, à l'heure actuelle, c'est pas forcément un joueur 5-5, même si j'aime le 5-5, vraiment, c'est ma passion, je kiffe. Mais j'ai moins d'accroche en ce moment avec le 5-5. Ça dépend les périodes. Après, j'ai un joueur préféré, forcément, c'est LeBron, son QI Ouais. basket, par comment il joue avec ses coéquipiers, comment lui-même joue aussi. Donc, il y a des choses ce que j'aime, comment il se réinvente. Maintenant, Ah, bon, ça, je te ça suis va à faire fond. mal. Ça LeBron, va c'est faire trop mal. fort. Ouais, LeBron, c'est un exemple. Je pense que c'est une école de basket à lui tout seul, donc faut le suivre. Maintenant, en 3-3, ça va faire mal à tous les Français, parce qu'il y a Worthy de Young. Clairement, c'est un joueur,
tu peux le détester, mais il pue le basket. Clairement, il pue le basket. Donc, j'aime sa manière de jouer, j'aime sa manière de se comporter, j'aime vraiment comment il travaille, comment il appréhende les matchs. C'est un joueur détestable, mais détestablement aimant, j'ai envie de te dire. Et il nous a fait mal, il nous a vraiment fait mal. Que ce soit au JO ou sur la finale du World Tour, la France a pris cher contre lui, malheureusement. Mais voilà, c'est un joueur résilient, c'est un joueur athlétique, c'est un joueur qui sait tirer, c'est un joueur qui sait défendre, c'est un joueur très polyvalent et c'est un meneur d'hommes au final, j'ai envie de te dire. Donc c'est un joueur que j'aime, un joueur que j'aime. Mais sinon, si je devais te dire un autre profil de joueur que je peux aimer dans le 3-3, dans le 3-3 et dans le 5-5, j'aime beaucoup Minia et Lisa Berkane. Vraiment, j'adore leur jeu. Lisa, Minia, Marine, je trouve qu'il y a un truc très talentueux, très technique, très poussé dans la créativité. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est le basket que j'aime. Je pense que le basket traditionnel 5-5 devrait laisser un peu plus j'ai pas envie de dire d'être un peu plus permissif, mais de laisser un peu de créativité dans son cadre. Je trouve que c'est beau parce que le basket, c'est ça aussi. Le basket, c'est ça. Pourquoi pas? Parce qu'on le voit en NBA, on le voit parfois en Euroleague. Donc, pourquoi pas tout le temps, en fait, j'ai envie de te dire. Donc, voilà. Je vois, je vois. Quel est le joueur le plus fort que tu aies rencontré? Basket 3-3. Euh, Jouer contre lui, franchement, enfin, jouer contre des joueurs 3-3, il n'y a pas un seul joueur qui m'a vraiment euh, ébloui. Vraiment, je pense pas. Il n'y a pas un joueur vraiment qui m'a oublié parce que je suis dans de la compétition, donc forcément, c'est la bagarre. Donc, je j'ai pas le temps de prendre en compte si le gars a vraiment été très fort. Maintenant, il y a... Ah, la question, elle est dure. Franchement, elle est dure. Elle est dure. Je pourrais pas te dire là, à l'instant T, un joueur qui s'est vraiment démarqué. Euh, ouais, c'est très dur. C'est très dur. Bon, Euh, après, il y a bagarre, hein, il y a bagarre, c'est normal, t'es dans le truc. ouais, C'est normal, euh, t'es pas forcément un ouais. joueur qui va te. Enfin, à partir du moment où toi tu joues, tu te dis, bah voilà, je veux battre n'importe qui. Donc c'est Mm, normal que tu fasses pas forcément attention à l'adversaire et peut-être plus attention à ton équipe. C'est normal. mm. Par contre, peut-être que tu peux me répondre à cette question-là sur l'endroit le plus original dans lequel tu jouais. Original, ouais, franchement, euh, c'était cool, c'était dans une gare. C'était à la gare de Leipzig en Allemagne. C'est ouf ça. C'était cool, il y avait du monde. Franchement, c'est une gare qui est quand même ancienne, donc la structure, les bâtiments, comment le terrain a été construit, c'était incroyable. Après, il y a d'autres endroits vraiment phénoménaux. C'est à Lille, moi, c'est ma ville de cœur. Et on a joué sur la Grand Place. C'est incroyable. Devant la place de l'Opéra aussi, c'est Mhm. incroyable. Sur le parvis entre l'île Europe, une gare, et Euralille, un centre commercial, il y a un espace, un parvis. C'est incroyable de jouer dans des endroits comme ça. Mais le 3-3, il fait des choses incroyables. Fait des choses incroyables en termes de place culturelle, urbain. Il y a eu un tournoi au Pic du Midi, au pic du Ouais. midi, c'est-à-dire dans Ouais. la station du pic du midi. Il y a eu un 3-3 juste avant le pont du Gard, juste devant le pont du Gard. Il y a eu un 3-3 sur la place de la Concorde, devant aussi la Tour Eiffel également aussi. Donc ça, il faut pas l'oublier, c'est que c'est des places qui sont incroyables. J'aurais aimé jouer dans ces spots-là parce que c'est vraiment, c'est très marquant. Mais c'est ça qui est bien avec le 3-3, c'est que c'est insolite. Tu peux faire ça n'importe où, en fait, j'ai envie de te dire. N'importe où. C'est clair. Faut être Quelles sont fou. C'est clair. Quelles sont les valeurs du basket que tu trouves important à transmettre et quelle image tu souhaites toi renvoyer pendant tes matchs au public ou aux personnes qui te regardent? Voilà. Mm. Voilà. Est-ce qu'il y a des valeurs qui te Bah, tiennent à cœur, tu vois, peut-être? je trouve que le basket, c'est un sport de valeur par même son identité, j'ai envie de te dire. Parce que rien que dans comment on joue ensemble. C'est-à-dire, on joue pas seul, on joue en équipe. Mhm. Donc, il y a une valeur de cohésion.
Et au-delà de ça, il y a une valeur d'entraide aussi, parce qu'on s'aide ensemble, que ce soit en attaque ou que ce soit en défense. On a cet aspect de d'aide. Donc ça aussi, d'entraide, de solidarité. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve beau dans le 5-5. Donc cette première des aspects en termes de valeur, je trouve ça très beau. Au-delà de ça, tu as ce côté sororité donc chez les filles, le côté fraternité aussi. Donc je trouve que c'est des valeurs qui sont importantes, de cohésion, ça va un peu de pair avec l'entraide, etc. Donc dans une saison 5-5, je trouve ça, ou même 3-3, c'est beau. C'est des valeurs qui sont beaux, c'est des valeurs d'aventure, c'est des valeurs de famille. Donc le basket, ça apporte ça malgré tout. Une équipe, c'est une famille au final. C'est une famille et tu avances ensemble du point A au point B au final dans une saison. On a des objectifs précis, plus ou moins définis, mais au final, on est une grande équipe. Une équipe, c'est une famille pour moi. Donc, je trouve que c'est des beaux aspects, c'est des belles valeurs. Et au-delà de ça, il y a aussi la rigueur. Aujourd'hui, pour jouer au basket, tu peux pas jouer au basket sans rigueur. Tu as 10 joueurs, tu as 10 acteurs sur un quart de terrain, sur un rectangle. Tu as 10 acteurs sur un petit rectangle. Donc, si t'as pas de rigueur, tu vas avoir du mal à bien jouer au basket. Donc, ça, c'est important. Je pense que la rigueur, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qui est une valeur importante du basket général, 5-5 ou 3-3. La rigueur. Et au-delà de la rigueur, c'est la rigueur pour arriver à tes objectifs aussi, à l'entraînement. Tu dois bosser, tu dois travailler pour avoir un résultat en match, pour avoir un résultat à la fin de la saison, pour avoir un résultat à la fin de la carrière. Donc ça aussi, c'est important. C'est important d'avoir cet aspect de rigueur. Sans ça, c'est impossible. Derrière, il y a l'aspect résilience, qui est une valeur très importante pour moi au basket. C'est-à-dire que tu peux faire un mauvais entraînement, tu peux te rattraper au prochain entraînement. Il faut se relever. Tu peux faire un mauvais premier quart-temps, tu peux te rattraper après, parce que tu as 40 minutes. Tu peux avoir une séquence de 2 minutes compliquée et tu peux te rattraper. Ça, c'est important. Tu peux te rater sur un match, tu peux te rattraper sur le prochain match. Et je peux continuer comme ça. Tu peux te rater une saison, tu peux te rattraper la prochaine saison. Donc c'est cette valeur-là de résilience que je trouve cool parce que c'est pas un truc défini. C'est-à-dire que dans le temps, tu avances, tu as toujours cet aspect-là où tu peux te rattraper. Et derrière ça aussi, tu as aussi, comment dirais-je? Ouais, bref, l'aspect résilience. L'aspect résilience. Rigueur, résilience, fraternité, c'est des aspects qui sont importants. Et c'est un peu ce que je demande à mes équipes, hein. C'est pratiquement ça que je demande. Faut que sur le terrain, il y a cet aspect de combativité. Je le dis à mes joueurs, peu importe la catégorie d'âge, à partir du moment où, selon toi, tu juges que tu as fait un mauvais match technique ou tactique, si en termes de valeur, tu as été à l'heure, c'est-à-dire que si en termes de fraternité, tu as été à l'heure, si tu as encouragé ton coéquipier, si tu as mis de l'énergie, que ce soit défensive, que ce soit dans l'engagement, si tu t'es engagé et que tu as apporté une pierre à l'édifice, même si techniquement ou tactiquement, tu n'as pas été à la rigueur de ce que tu penses, pour moi, tu peux faire un bon match. Donc c'est ce que j'attends de mes équipes. C'est qu'en termes de valeur, de combativité, vous soyez à votre 400%. Parce qu'on peut, au final, le basket, c'est un beau sport parce qu'il n'y a pas l'aspect qu'offensif. Il y a, par exemple, au foot, on va souvent juger un numéro, pour pas te dire de bêtises, même si je suis pas très spécialisé dans le foot, on va demander à un numéro 9 de marquer des buts, que de marquer des buts. En général, oui. Alors qu'au basket, c'est différent. Aujourd'hui, tu peux te rater sur, je sais pas, tu peux rater tes paniers, je te donne un exemple, mais tu peux te rattraper en faisant 7 passes décisives qui ont été intéressantes et qui t'ont amené des choses. Tu peux avoir des passes qui sont dans le rythme, qui ont avancé, qui ont amorcé une contre-attaque. Ça, c'est peut-être des choses qui ne sont pas quantifiables, mais qui sont importantes aussi. Tu peux poser des écrans qui te permettent de gagner un avantage. Tu peux faire tout plein de choses. Une coupe qui te permet d'avoir du spacing, quelque chose qui peuvent être très intéressantes. Et au-delà de ça, tu as l'aspect aussi défensif. Tu peux te rattraper en attaque, tu peux te rattraper en défense. Tu peux transiter, tu peux revenir, tu peux avoir des aspects très intéressants autour de ça où tu peux te rattraper. Donc, moi, ce qui est important et que je veux faire transmettre à chacun des matchs, c'est il faut qu'une équipe voit, il faut que les gens voient
qu'on est fraternel, ok? Qu'on met de la cohésion, qu'on met de l'énergie et qu'on met de la combativité. S'il y a tout ça, derrière, on peut construire. On peut mettre plein de choses. On peut mettre de la technique, de la tactique. Tu peux mettre ce que tu veux après derrière. Mais si tu as cet aspect-là, tu as déjà un peu, j'ai pas envie de dire gagner ton match, mais tu as mis un état d'esprit qui va pouvoir te permettre de gagner un match et de ne pas le perdre. Ouais, En tu tout mets cas, les selon moi. ingrédients. Ouais. Mm. Du coup, voilà, c'est un peu ce que j'essaye de transmettre aux joueurs, que ce soit en 3-3 ou en 5-5, c'est important en tout cas. Eh ben, c'est enrichissant en tout cas. Avant de te remercier, quel est le souvenir sportif que tu retiens en priorité? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ou en tout cas qui t'a fait tellement d'émotions que c'est celui-là qui te vient en tête dès qu'on te pose la question? Ouais, bah, je vais te répéter ce que j'ai dit un peu en début d'interview. C'est clairement la qualification à l'Open de France pour la première fois. Parce que tous nos gars, tous mes gars qui étaient avec moi ce jour-là, se sont donnés à 400%. Et je pense que toute la France entière du circuit 3-3, même je pense nos collègues qui étaient en France, dans les Hauts-de-France, dans le Nord à Lille, je pense que personne n'aurait parié ce jour-là en 2022 qu'on allait gagner le tournoi de qualification et qu'on allait aller à l'Open de France. Je pense que personne, n'importe qui, hein, je pense que on prend les paris, tu prends une cote à 12 sur le fait qu'on perde et une cote à 1 sur le fait qu'on gagne facilement. Et donc dans cet aspect-là, les quatre, on est allé à la guerre, on est allé au combat, on est allé vraiment. J'ai ressenti vraiment chaque match le combat, la guerre, c'est-à-dire que chaque panier comptait, chaque point comptait, chaque défense comptait, chaque stop comptait. Et au résultat final, quand tu vois le gong et que tu gagnes, incroyable, Ouais, incroyable. t'imagines. Incroyable. Je pense qu'en termes d'émotion, c'était ouf. Après, il y en a un deuxième que je mets à la même échelle, au même échelon. C'est en 2023 quand on gagne notre première étape du championnat de France. Donc un des stops, on appelle ça un Open Plus. On gagne à Péchadoua. Je pense aussi que les bookmakers, si on pouvait en avoir en 3-3, je pense que sur la cote de la finale ou la cote du tournoi, on n'était pas forcément Annoncé vainqueur, des ouais. annoncés vainqueurs. Je pense qu'on était plutôt underdogs et outsiders, j'ai envie de te dire. Et ça aussi, en termes d'émotion, c'était ouf. C'était ouf. Franchement, c'était incroyable. Clairement, euh, les émotions que peuvent procurer le sport quand tu gagnes, incroyable. Après, quand tu perds aussi, hein, c'est des émotions qui sont tristes, mais c'est des émotions qui te forgent. Franchement, moi, je me souviens encore des finales qu'on a perdues et qui marquent encore aujourd'hui, hein. Et, et que c'est dur à passer outre, hein. C'est très dur. Parce que je suis quelqu'un qui est très dans le détail, très dans la compétition aussi. C'est quelque chose qui est important. Dans le process aussi pour y arriver. Donc parfois c'est dur, mais dans la vie d'un sportif, il y a plein de choses qui sont dures aussi, ou dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses qui sont dures aussi. Donc ce qui est important, bah, c'est de pouvoir avancer et continuer à montrer des choses et de pouvoir avancer. Enfin, c'est le mot, clairement, si je devais dire un mot, c'est avancer. Donc, voilà. Donc c'est ces deux événements-là que je vais te mettre en exergue, en tout cas. Eh ben, je les comprends en tout cas. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi pour Bah, avec l'interview. plaisir, merci à toi de m'avoir donné la parole, en tout cas, c'est top. C'était un réel plaisir, un réel plaisir. Pour les spectateurs, du coup, sur YouTube et sur Spotify, vous retrouverez donc le podcast sur Spotify pour cette interview et la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à continuer de nous suivre, likez, abonnez-vous. Et on vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà. Et merci beaucoup à toi, en tout cas, pour ce petit moment. Et on te souhaite que du bon. Bah, c'est gentil à toi. Bah, de bonnes fêtes à tous, de bonnes fêtes à toi aussi. Et encore un grand merci. C'était top. Franchement, c'était vraiment cool, c'était enrichissant, c'était plaisant. Merci à tous, continuez de nous suivre. Et puis à très bientôt. Merci, bye bye. Salut, au revoir.